en matière d'entrepreneuriat social permet de lutter contre la pauvreté et la marginalisation des catégories vulnérables? Bon, tout d'ailleurs, je veux remercier le matin et aussi dire que c'est un vrai plaisir de venir des États-Unis pour représenter la société civile dans ce contexte d'amélioration du développement et de diminuer la pauvreté dans le monde. Et c'est aussi très important de se rendre compte que notre travail avec la société civile, ça comprend des partenariats très importants avec le secteur privé, avec le gouvernement, dans tous les pays où on travaille. Donc je pense que c'est comme ça, c'est des expériences dans plus de 50 pays, à travers des centres indépendants qui travaillent pour améliorer le paix dans le monde. D'accord, donc vous avez une expérience de plus de 20 ans, donc vous avez visité plusieurs pays, surtout des pays en situation de conflit ou des situations de post-conflit. Donc quelle évaluation faites-vous actuellement de la situation mondiale et le rôle qu'a votre réseau en la matière? Bon, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que dans le monde entier, il y a certains problèmes et certaines opportunités qui sont identiques. On doit garder à compte les différences dans toutes les cultures, mais dans l'esprit des gens, il y a une indépendance et une forte possibilité de transformer leur vie avec des petits atouts qu'il faut leur donner. Donc pour nous, c'est-à-dire que c'est très difficile d'imaginer le monde sans conflit et avec une égalité socio-économique s'il y a une présence de tension et de conflit. Et donc, la tension séparée partout, c'est un peu où est-ce qu'on trouve les opportunités économiques d'améliorer la vie et comment est-ce qu'on fait une balance avec les opportunités de donner et d'appuyer les organisations qui font du travail dans le domaine social. D'accord, donc dans ce cas de figure, de quelle manière l'entrepreneuriat social contribue-t-il au développement des pays? Donc tout d'abord, l'entrepreneuriat social comprend plusieurs ça s'est composé de plusieurs éléments qui sont nécessaires pour réaliser le développement d'un pays. Donc ça veut dire le component économique, c'est nécessaire d'avoir le partenariat avec le secteur privé. Il y a le côté social où c'est complètement obligatoire d'avoir un partenariat avec l'État, aussi bien qu'avec les organisations et les institutions sociales. Ça veut dire pour aider avec les crises psychosociales dans une société. On ne peut pas faire ça simplement en tant qu'organisation non gouvernementale. Il faut avoir la présence d'appui dans les autres secteurs et c'est comme ça qu'on peut réaliser vraiment un développement compréhensif et durable. D'accord. Donc, d'après toujours votre expérience, comment l'entrepreneuriat social est-elle appréhendé dans les pays du Nord et les pays du Sud? Est-ce qu'il y a une différence et quelles sont ces différences? Oui, je pense que dans les pays du Sud, on commence à travers la société. Il y a deux façons de voir ça. Partout, il y a une tendance de parler de l'entrepreneuriat social et de viser l'emphase avec les jeunes et des entrepreneurs indépendants. Donc ça veut dire que aux États-Unis, en Europe, on parle beaucoup de nouveautés, de travailler avec les jeunes pour leur faire croire qu'il y a une possibilité de changer leur vie et de changer leur communauté eux-mêmes en tant qu'individuels. Et ça emploie des modèles de secteur privé, des modèles qui emphasent l'individualité d'une personne et quelqu'un qui a une leadership, comme on dit ça, qui ont la capacité de lidérer cette procédé. Donc c'est l'individu.
Quand je pense à nos programmes dans le monde, ça veut dire que c'est indépendant de géographie. Ça peut être en Amérique latine, ça peut être en Afrique, ça peut être dans l'Europe de l'Est, Moyen-Orient. Là, on commence beaucoup avec des organisations. Donc, c'est un peu différent. C'est le commencement de parler de ces programmes. C'est comment on peut organiser une capacité dans une organisation non gouvernementale, par exemple, de société civile, et leur donner une autre capacité, d'autres atouts, d'autres techniques pour pouvoir montrer leur possibilité de créer valeur. Ça peut être une valeur agrégée à quelque chose qu'ils font déjà dans le secteur civil, avec un produit ou un service. Et je pense que ça, c'est différent de la manière de travailler avec un ONG qui cherche une possibilité de devenir une organisation d'investissement social, comment ils doivent utiliser leur profit, de ne pas avoir peur de dire que je reçois un profit parce que je suis un ONG, mais ils utilisent ce profit pour la continuité de l'organisation, et ce n'est pas pour le dossier des investisseurs. Donc c'est possible, c'est tout à fait leur droit, c'est réglé dans les lois, dans beaucoup de pays, mais il y a un manque de compréhension. Donc je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les terminologies qu'on utilise. Hein. D'accord, donc sur ce point, tout à l'heure on discutait, là on a évoqué donc, la notion de la société civile et la notion du secteur privé. Oui. Donc là, d'après vous, comme vous êtes professionnel en communication stratégique et développement, donc, quelles sont d'après vous les différences entre ces deux concepts-là? Ouais. Et c'est parti. Donc je crois que les différences dont on a parlé tout à l'heure, c'est indépendant aussi de géographie. Donc aux États-Unis aussi, je pense qu'on a une façon de comprendre ce qui c'est la société civile. Ça veut dire qu'aux États-Unis, aussi bien qu'ici au Maroc, et j'écoute ça aussi au Koweït, aussi je suis à Guatemala, et les gens pensent que la société civile, c'est les ONG, c'est tout. Et puis il y a le secteur privé, et ici on a les organisations académiques, et ici c'est le gouvernement. Donc on a toutes ces petites boules différentes. Et nous, si on travaille dans notre réseau, on est en train d'élargir une façon de voir la société civile, secteur de société civile, parce que la société civile, si c'est un gâteau, c'est presque tout le gâteau. C'est la société civile comprendre le secteur privé, la société civile, c'est les institutions d'éducation, c'est aussi les médias, les gens comme vous qui sont en train de donner les messages. Et ce qui est à part, c'est le gouvernement. C'est pour ça qu'on dit non gouvernemental. Et donc, secteur civil et le gouvernement. Maintenant, notre travail, et j'espère que c'est ce que nous allons travailler ici, c'est de voir les opportunités de faire des partenariats entre tout le secteur privé, non simplement les ONG, mais tout le secteur privé, avec l'emphase sur les organisations qui font l'entrepreneuriat social, et voir le lien avec le gouvernement. Parce que c'est quelque chose, c'est l'appui qui va dans les deux directions. Voilà. Donc là, vous parlez de l'appui du gouvernement donc, à toutes les initiatives de l'entrepreneuriat social et les acteurs qui ouvrent dans ce domaine. Et l'envers. Je dis que c'est aussi tous ces acteurs qui ne sont pas partie du gouvernement qui doivent aussi appuyer des projets de gouvernement, les stratégies du gouvernement. Ce n'est pas à part, ce sont des choses qui sont tout à fait complémentaires, et sans pouvoir vraiment imaginer que la secteur civil, de société civile, c'est tout le monde, c'est tous les citoyens. Donc, je suis là-dedans, je suis propriétaire d'une entreprise, aussi bien si je suis le directeur d'un hôpital ou le directeur général d'un ONG. Donc là, vous avez sillonné tout le monde, donc les 4 coins du monde, donc vous avez travaillé sur plusieurs projets, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes, la consolidation de la paix, les communications pour le développement. Quelles sont les expériences qui vous ont marqué? Donc les expériences réussies, les success stories qui vous ont marqué.
Donc, surtout, ce qui me remarque, j'ai remarqué que les success stories sont à peu près pareils partout. C'est pareil parce que, au fond d'un problème, c'est une solution qui vient des besoins d'une communauté. Et si nous avons la possibilité de ramener tous les secteurs, tous les gens qui puissent donner quelque chose pour une solution d'un programme qui a été déjà visé et identifié par une communauté qui est en train de souffrir de quelque chose, là, on a la solution qui nous amène à un succès. Donc, ça veut dire que nous avons travaillé, par exemple, au Pérou avec des organisations dans les mines qui sont en train d'ouvrir des nouveaux entreprises dans des endroits où les paysans, par exemple, trouvent ça comme quelque chose qui est inconnu, ils ont peur, il y a une méfiance. Si on fait ça sans consultation avec les gens sur place, nous aurions le conflit qui va continuer et qui ne nous permet pas de réussir. Donc, ni le mine qui doit faire l'extraction des ressources peut continuer parce qu'il y a des problèmes sur place. Donc, ça veut dire que le côté économique ne marche pas. Ni les organisations sur place, les communautés, ils ne seront pas bien. Ça mène les conflits entre les gens. Donc, si je suis quelqu'un qui travaille dans une mine, je veux que le mine soit là parce que ça me donne de l'argent. Mais si je suis dans un voisinage à côté et j'y travaille pas, mais ça me touche, ça touche à ma famille, je veux pas, je vais être contre. Donc, ça peut mener des conflits avec ces gens qui sont vraiment des frères, des sœurs et des cousins. Mais si on commence avec une consultation avec tout le monde, donc l'entrepreneuriat social, ça veut dire que je ne suis pas là juste comme un directeur d'une entreprise et que je consulte simplement une personne qui est le leader d'un village. Mais je consulte tout le monde. Je leur écoute. Je peux avoir des idées qui viennent d'eux et pas simplement de mon équipe qui fait des plans stratégiques toute la journée pendant toute une semaine. Et je crois que c'est avec une consultation qui est vraiment communicative et consultative, nous avons des réussites. D'accord. Donc là, concernant le changement de vision des gens, donc de la population, quels sont vos projets ou bien vos méthodes pour faire changer certaines visions de la population? Donc d'ailleurs, il faut commencer avec les gens connus, qui sont vraiment considérés, soit les gens qui sont un peu plus âgés dans une communauté, qui ont l'oreille de la communauté. Sinon, avec eux, c'est peut-être avec des leaders religieux qui font partie d'une communauté, d'une culture. Sinon, souvent, on commence avec un conseil qui comprend les gens d'une municipalité, aussi bien que les leaders du business. S'il y a une chambre de commerce, on va les écouter. S'il n'y a pas de chambre de commerce, ça peut être dans un endroit rural, ça peut être même des fermiers. Mais on essaie d'associer et de lier des leaders culturels, politiques, économiques pour entamer un programme. D'accord. Donc, aujourd'hui, quels sont les obstacles qui entravent l'essor de l'entrepreneuriat social? Je crois qu'un des obstacles, c'est une vision un peu trop de temps court, de temps limité. Et pour vraiment réaliser un entrepreneuriat social avec des résultats, il faut du temps. Il faut beaucoup plus de temps, de trajectoire aussi bien de voir un peu dans les années, donc 1 an et 2 ans après avoir formé quelqu'un. Donc maintenant, avec l'entrepreneuriat social, avec la digitalisation, qui est le thème dont je vais parler demain, on a cette impression que, wow, on a lancé une idée, c'est une bonne idée, ça a été prouvé, on a le pitch qui est bien, il y a quelqu'un qui gagne le prix, et qu'est-ce qui se passe après le prix? C'est cette période après avoir conçu quelque chose qui est très intéressant. Est-ce que nous avons construit une organisation, le modèle, pour vraiment implémenter l'idée? C'est ça qui est une manque, c'est un espace de deuxième partie de formation que je vois, c'est un peu plus
je ne sais pas, c'est connu comme quelque chose qui est intéressant, mais il y a moins d'organisation et moins d'emphase sur cette deuxième phase. D'accord, une petite question technique. Est-ce que là, la méthode du pitch, ou bien le concept du pitch, donc prend de plus en plus de l'ampleur dans le milieu d'investissement du business, donc ça devient un concept majeur du marketing. Oui. Donc est-ce que la notion du pitch trouve sa place dans l'entrepreneuriat social? Oui, je crois que la notion du pitch a une place dans l'entrepreneuriat social et c'est pas important si c'est urbain ou rural, ça peut marcher. Je crois que ce sont des connaissances de la domaine de commerce qui est important pour une organisation. Donc c'est pas important si c'est une organisation qui va vraiment devenir une entreprise traditionnelle. Hein. Ça peut être quelque chose de très simple, de chaîne de valeur rurale, avec des gens analphabètes. Donc, on n'est pas obligé d'entrer dans une école de commerce pour faire le pitch et pour comprendre pourquoi c'est important de communiquer le message. C'est très important, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et là, maintenant, on a le pitch un peu comme la fin de l'histoire. Et ce qui vient après est aussi important, si pas plus important. C'est un accompagnement des jeunes entrepreneurs sociaux. Et c'est là où je crois qu'il y a beaucoup de possibilités pour mentorat, je ne sais pas, pour avoir des mentors, mais aussi des échanges. Il faut comprendre, il faut que je puisse parler avec quelqu'un qui entend ce que je fais et de ne pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose où il y a plus de fautes que de succès. Hein. Je dois tomber 5 fois avant d'avoir une entreprise qui va marcher. D'accord, donc ma dernière question est concernant les gouvernements, puisque là, le partenariat avec les gouvernements est très important donc, pour l'épanouissement de l'entrepreneuriat social. Donc, d'après vous, comment les gouvernements et les pouvoirs publics peuvent encourager et promouvoir l'entrepreneuriat social? Je crois qu'il y a une très, très large opportunité avec les gouvernements de promouvoir. C'est avec la promotion, avec la publicité, de dire que c'est important. Juste le mot qui vient à partir d'un personnage dans une municipalité ou dans une autre espèce de rôle gouvernemental. Je crois que le mysticisme de ce possibilité de travailler là-dedans disparaissent. Donc, je crois que pour avoir un espace libre où les gens qui comprennent pas trop bien ce que c'est l'entrepreneuriat social, juste avoir quelqu'un pour appuyer d'un niveau de gouvernement est important. Donc, dire, c'est ouvert, nous sommes là. Et je crois qu'ici, ce que vous avez au Maroc maintenant, c'est l'ouverture. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de vraiment regarder les plans municipaux et les plans nationaux pour voir où il y a des espaces et des besoins. Parce que je pense que un entrepreneur social n'est pas différent qu'un entrepreneur qui n'a pas d'emphase sociale. Il doit comprendre ce qui sont les priorités de l'État. Ça ne veut pas dire que c'est que ça qu'ils vont faire, mais une connaissance est importante. Je crois qu'il y a des possibilités de lancer, je ne sais pas comment on dit ça, des sollicitations pour chercher des entrepreneurs sociaux pour aider, je ne sais pas, je crois que c'est au niveau des maires, des mairies, de convoquer les gens et d'écouter ce qui seront les solutions où un entrepreneur social, soit comme organisation, soit comme individuel, pourrait se lancer dessus. Donc, ça peut être une sollicitation ouverte. Je ne sais pas si ça arrive beaucoup dans ce pays, mais chez nous, donc, ça arrive souvent. Donc, dans les secteurs de santé, surtout dans le secteur, comment on dit ça, urbain des municipalités, avec de l'eau, des problèmes d'eau. Il y a beaucoup d'apps sur les téléphones maintenant qu'on peut faire si les citoyens ne sont pas... je ne sais pas, il y a un problème avec le plombage quelque part. Je crois que si un citoyen pense que avec une app sur un téléphone, je peux dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, et puis le mairie me répond,
très vite. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire quelque chose dans 2 jours, mais ils m'ont écouté. Ça donne aux mairies une possibilité d'avoir plus de confiance avec ses citoyens. Et il y a aussi l'app qui est construit, donc ça donne de l'emploi à je ne sais pas combien de gens. Donc il y a une plus, je ne sais pas, comme win-win en anglais. On gagne dans les 2 côtés.